Imaginez-vous un instant. Nous sommes en 1890. Le vent souffle doucement sur les toits de Paris, charriant les bruits lointains des calèches et le murmure incessant d'une ville en pleine effervescence. La France se tient à l'aube d'un siècle nouveau, un pied fermement ancré dans les traditions séculaires, l'autre esquissant les premiers pas d'une modernité qui allait transformer le monde. C'est une époque charnière, où la révolution industrielle, loin d'être un simple concept économique, redéfinit profondément le tissu social, l'urbanisme et par extension, la notion même de foyer. Les usines crachent leur fumée, les chemins de fer s'étendent, et avec eux, l'idée de ce que doit être une maison évolue à une vitesse vertigineuse. Mais quel était réellement le visage de la maison française à cette époque? Loin des cartes postales idéalisées ou des clichés romancés, la réalité était bien plus complexe et diversifiée. Oubliez un instant l'image uniforme que l'on pourrait se faire. Il n'y avait pas une, mais des milliers de façons d'habiter, reflétant les contrastes saisissants entre la vie trépidante des citadins et la quiétude apparente des campagnes, entre l'opulence bourgeoise et la modestie ouvrière. Chaque brique, chaque poutre, chaque tuile racontait une histoire différente, celle d'une famille, d'une profession, d'un destin. Politiquement stable sous la Troisième République, le pays connaît un développement économique sans précédent. La croissance démographique s'accélère, entraînant un exode rural massif. Des millions de Français quittent leurs terres ancestrales pour tenter leur chance dans les villes, transformant radicalement le paysage urbain. Paris, sous l'impulsion du baron Haussmann, quelques décennies plus tôt, avait déjà montré la voie avec ses grands boulevards et ses immeubles ordonnés. Cette influence se propageait désormais en province, où les cités s'agrandissaient, se modernisaient, parfois au détriment de leur âme historique. Alors, comment se présentait ce décor? Dans les villes, les rues étaient encore majoritairement pavées, résonnant sous les sabots des chevaux et le roulement des charrettes. L'éclairage public, quand il existait, était assuré par des réverbères au gaz, diffusant une lumière douce et vacillante qui luttait contre l'obscurité. Les tramways hippomobiles sillonnaient les artères principales, offrant un spectacle de mouvement et de progrès. L'air était chargé d'odeurs variées, le crottin de cheval, le charbon, le pain frais des boulangeries, et parfois, hélas, l'âcre fumée des cheminées industrielles. À la campagne, le tableau était tout autre. Les villages s'accrochaient aux collines, leurs maisons regroupées autour de l'église et de la place du marché. Plus loin, des fermes isolées ponctuaient un paysage agricole dominé par les champs cultivés, les pâturages et les bosquets. Ici, le rythme était dicté par les saisons, et la vie semblait plus lente, plus enracinée. Les maisons elles-mêmes offraient une première impression frappante de diversité. En ville, les façades en pierre de taille côtoyaient les briques rouges ou les enduits clairs. Les immeubles s'élevaient sur plusieurs étages, leurs fenêtres sagement alignées. En milieu rural, c'était la pierre locale qui dominait, parfois le pisé ou les pans de bois, les toits couverts de tuiles, d'ardoises ou, plus rarement, de chaume s'intégrant harmonieusement au paysage. Que ce soit dans une rue étroite de ville ou au cœur d'un hameau, ces bâtisses n'étaient pas de simples abris. Elles étaient le reflet d'un mode de vie, d'une culture, d'une époque qui, sans le savoir, s'apprêtait à basculer dans le XXe siècle. Elles avaient leurs propres secrets, leurs propres histoires, leurs propres âmes, que nous allons explorer ensemble. Plongeons maintenant au cœur de ces habitations, pour découvrir la mosaïque d'habitat qui composait la France de 1890. En ville, les immeubles haussmanniens, symboles de la bourgeoisie triomphante, dictaient l'esthétique des grands boulevards. Leur structure était quasi immuable, un rez-de-chaussée dédié au commerce ou au service, suivi par l'étage noble, avec ses hauts plafonds et ses balcons filants en fer forgé, réservés aux familles les plus aisées. Au-dessus, les étages diminuaient en prestige et en hauteur sous plafond, jusqu'au comble où se nichaient les chambres de bonne, sous les toits de zinc.
Les matériaux nobles comme la pierre de taille conféraient à ces bâtisses une allure majestueuse. À l'intérieur, la distribution était pensée pour le paraître et la réception. De vastes salons, des salles à manger séparées, des chambres spacieuses, souvent dotées d'une cheminée. Le confort était relatif, l'eau courante était présente, mais rarement chaude, et les toilettes se trouvaient souvent sur le palier ou étaient dissimulées à l'intérieur dans des cabinets d'aisance rudimentaires. Loin de cette opulence se trouvaient les logements ouvriers. Les corons du Nord, les cités ouvrières des faubourgs industriels ou les immeubles insalubres des quartiers populaires offraient un contraste saisissant. Ici, la petitesse des pièces le disputait au manque d'hygiène et à la promiscuité. Des familles entières s'entassaient dans une ou deux pièces, souvent sans lumière directe, ni aération suffisante. La vie quotidienne y était une lutte constante contre la maladie et la misère, le tout dans des espaces exigus où chaque centimètre carré comptait. Puis, il y avait les maisons de ville plus traditionnelles, souvent de modestes bâtisses de faubourg, parfois agrémentées d'un petit jardin à l'arrière. Au rez-de-chaussée, l'artisan exerçait son métier. Le commerçant vendait ses marchandises, tandis que les étages abritaient la famille. Ces maisons, bien que plus simples, témoignaient d'une vie de labeur et d'une certaine autonomie. À la campagne, l'habitat était intrinsèquement lié à la terre et aux ressources locales. Les fermes et maisons paysannes étaient de véritables organismes vivants, adaptés aux caprices du climat et aux nécessités agricoles. Les toits pouvaient être en chaume épais dans les régions humides, en ardoise dans les massifs montagneux ou en tuiles romanes dans le sud. Les murs étaient bâtis avec la pierre extraite du sol, le pisé d'argile et de terre, ou les pans de bois étorchis. L'organisation de ces demeures rurales tournait souvent autour d'une basse-cour animée ou d'une cour fermée, protégeant hommes et bêtes des intempéries et des voleurs. La fonctionnalité primait. La cohabitation entre humains et animaux était courante. Les granges servaient au stockage des récoltes, les étables abritaient le bétail et les celliers conservaient les provisions. Le confort à la campagne était rudimentaire mais efficace. Le chauffage était assuré par de grandes cheminées ouvertes, dévorant des bûches de bois, et le puits était la seule source d'eau potable, parfois partagée entre plusieurs familles. Le mobilier, souvent fabriqué sur place, était essentiel et robuste, conçu pour durer et servir. Une grande table centrale, quelques chaises, des lits en bois et des armoires simples constituaient l'essentiel de l'ameublement. En pénétrant à l'intérieur de ces maisons, qu'elles soient urbaines ou rurales, on découvrait un univers à part. Le mobilier reflétait les styles de l'époque, du Louis-Philippe au Napoléon III pour les plus aisés, avec leurs lignes plus arrondies et leurs bois sombres. Mais au-delà des modes, le mobilier était avant tout fonctionnel. Des lits à baldaquin aux commodes massives. La décoration murale était omniprésente, avec des papiers peints aux motifs floraux ou géométriques, des tentures épaisses pour isoler du froid et une profusion de bibelots, reflets des souvenirs, des voyages ou de la piété familiale. Les portraits de famille, souvent austères, veillaient sur les générations. L'éclairage, enfin, participait à l'ambiance intime de ces intérieurs. Des lampes à pétrole diffusaient une lumière chaude et tamisée. Les bougies accompagnaient les veillées, tandis que le gaz, dans les villes et les maisons les plus modernes, offrait un éclairage plus vif, annonçant les révolutions lumineuses à venir. Chaque objet, chaque texture, chaque lumière racontait une histoire, celle d'un quotidien façonné par les traditions et les premières lueurs de la modernité. Chaque objet, chaque texture, chaque lumière racontait une histoire, celle d'un quotidien façonné par les traditions et les premières lueurs de la modernité. La vie domestique, véritable cœur battant de ces maisons de 1890, s'organisait autour de rituels immuables. La cuisine, souvent la pièce la plus chaude et la plus animée, était le centre névralgique de toute l'habitation. Elle abritait la grande cheminée, foyer du potager où mijotaient les plats simples et nourrissants et où le pain était cuit. Les ustensiles,
en cuivre étincelant ou en fonte robuste, pendaient au mur, témoins silencieux des gestes ancestraux. C'était là, dans cette atmosphère emplie des odeurs de bois brûlé et de repas en préparation, que se jouait en grande partie le rôle des femmes. Gardiennes du foyer, elles assuraient la gestion de la maisonnée, l'éducation des enfants et l'exécution des innombrables tâches ménagères qui exigeaient une énergie et une ingéniosité constantes, sans l'aide des machines que nous connaissons aujourd'hui. Les repas, moments de convivialité par excellence, étaient des rituels quotidiens réunissant la famille autour de la table. L'alimentation, souvent frugale à la campagne, plus variée en ville, était dictée par les saisons et les ressources locales. Le pain, les légumes du potager, la viande consommée avec parcimonie, constituaient la base d'une diète simple mais essentielle à la survie. L'hygiène, telle que nous l'entendons aujourd'hui, était encore un luxe rare. Le bain quotidien était impensable pour la majorité. On se lavait sommairement, souvent à l'aide d'une bassine et d'un broc d'eau froide. Les lavoirs publics étaient des lieux de sociabilité pour les femmes, où l'on frottait le linge avec acharnement. L'eau provenait du puits familial ou communal, dont la pureté était parfois incertaine, contribuant à la propagation de maladies. L'insalubrité était un fléau, particulièrement dans les logements ouvriers, où la promiscuité et le manque d'assainissement favorisaient les épidémies. Pourtant, cette période voyait aussi les premiers progrès de la médecine, avec Pasteur et ses découvertes, posant les jalons d'une meilleure compréhension des maladies et, à terme, d'une amélioration de la santé publique. Les rituels et les traditions imprégnaient chaque aspect de la vie dans ces maisons. La religion jouait un rôle central, avec les prières quotidiennes, les images pieuses accrochées au mur et la messe dominicale. Les fêtes familiales, mariages, baptêmes, communions et les fêtes calendaires, Noël, Pâques, la Saint-Jean, étaient des moments forts, rythmant l'année et renforçant les liens communautaires. La transmission orale des histoires, des savoir-faire et des valeurs était essentielle, tout comme l'importance accordée aux objets hérités, porteurs de mémoire et de continuité. Pourtant, sous cette apparente permanence, les prémices d'une révolution se faisaient sentir. L'électricité, encore balbutiante, commençait à éclairer quelques intérieurs bourgeois, annonçant la fin des lampes à pétrole. L'eau courante généralisée, le tout à l'égout, étaient des innovations en marche, promises à transformer radicalement le confort domestique. Les expositions universelles, vitrines du progrès technique et artistique, influençaient déjà les standards de vie et le design, diffusant de nouvelles idées, de nouveaux matériaux et de nouvelles esthétiques. En 1890, la maison française n'était pas un concept monolithique, mais une mosaïque d'habitats reflétant une France à la croisée des chemins. De la grandeur haussmannienne à la modestie du logis ouvrier, de la ferme solide à la maison de ville animée, chaque demeure était le miroir d'une condition sociale, d'une région, d'une histoire. Ces maisons étaient bien plus que de simples abris. Elles étaient des sanctuaires de vie, des lieux de labeur, de joie et de peine, où se forgeaient les identités et se transmettaient les héritages. Aujourd'hui, en parcourant nos villes et nos campagnes, nous croisons encore ces témoins silencieux du passé. Leurs façades patinées, leurs toits usés par le temps, leurs portes massives nous invitent à imaginer la vie qui s'y déroulait. Elles nous rappellent que, malgré les évolutions technologiques et les changements de mœurs, certaines fonctions de l'habitat demeurent intemporelles. Le besoin de sécurité, de chaleur, de convivialité, d'un lieu où se retrouver et se ressourcer. La prochaine fois que vous passerez devant une maison ancienne, prenez un instant. Laissez votre imagination voyager et tentez de percevoir l'âme de ses habitants d'antan, car c'est en comprenant d'où nous venons que nous apprécions le mieux le chemin parcouru.